Moi, j'ai une force de caractère, je pense, assez évidente qui fait en sorte que les clients sont vite rassurés sur le fait que j'aurais pas peur de négocier fermement pour mes clients, même si je suis une femme. Ce qu'on voit au théâtre arrive parfois à notre voisine, à notre père, à nous. Foule associe des pièces de théâtre présentées à la Bordée à ces personnes qu'on croise au quotidien. 20 pièces, 20 citoyennes et citoyens, 20 enjeux. De la transidentité au CHSLD, de la guerre centrafricaine à la vie de fonctionnaire, on vous montre comment notre communauté peut contenir tout un monde, aussi fictif que réel. Faites partie de la foule. Je m'appelle Éric Leblanc, je suis auteur et artiste multidisciplinaire. Dans cet épisode, on aborde Christine la Reine Garçon de Michel-Marc Bouchard, présentée à la Bordée en 2019 dans une mise en scène de Marie-Josée Bastien. Reine de Suède en 1649, Christine est en avance sur son temps. Elle souhaite éduquer son peuple, assurer une paix durable et comprendre un amour interdit qui la tenaille. Pour tenir tête à sa cour qui n'approuve pas ses idées, elle apprend à faire confiance à son libre arbitre pour mieux servir ses besoins et ceux de son peuple. La pièce fait une grande place à la question du pouvoir et à la manière de s'en servir pour soi et les autres. Pour en discuter, on rencontre Sylvie Bougie, entrepreneure et fondatrice du cabinet d'avocats Vigie Services Juridiques, et Marianne Marceau, comédienne qui a incarné Christine dans la production de 2019. Dans l'extrait qui suit, interprété par notre équipe de Comédien Maison, Christine questionne le philosophe René Descartes, qu'elle a invité à sa cour, sur l'amour qui l'empêche de rester concentrée sur ses devoirs de reine. La reine Christine et le philosophe Descartes sont dans la salle des trophées. Ils discutent. J'irai droit au but. Je vous fais venir dans mon pays pour 2 choses. La première, je veux que vous m'expliquiez ce qu'est l'amour. Et la deuxième? Comment s'en débarrasser? Il y a quelque temps, je crois, pour la première fois, avoir éprouvé ce sentiment. Je n'arrive toujours pas à m'expliquer ce qui nous porte vers une personne plutôt que vers une autre, et ce avant même d'en connaître le mérite. Où donc cette sournoise attirance prend-elle origine? Dans le corps ou dans l'esprit? L'amour est une émotion qui incite l'âme à se joindre aux objets qui lui paraissent être convenables. Poursuivez. On distingue 2 sortes d'amour. L'une est nommée amour de bienveillance, c'est-à-dire qui incite à vouloir du bien à ce qu'on aime. Et l'autre? Amour de concupiscence, C'est-à-dire? qui incite l'âme à désirer la chose qu'on aime. Dites-moi en plus sur cet amour que vous nommez concupiscent. Sous son emprise, on ressent une douce chaleur dans la poitrine. Le teint devient rose à cause du sang qui s'agite. Les battements du cœur sont plus longs et plus forts que de coutume. Et la digestion des viandes se fait promptement dans l'estomac. En sorte que cette passion est fort bonne pour la santé. Depuis quelque temps, il est vrai, une passion aggrave mon trouble et m'éloigne de ma destinée. Je croyais par essence n'être soumise qu'à Dieu. Me voici sous le joug d'une personne inférieure. Tout ce trouble me distrait des choses de l'État. Et bien que je comprenne autant les travaux hydrostatiques de Pascal que ceux de Kepler sur la trajectoire elliptique des planètes, je n'arrive pas à m'expliquer cette agitation nouvelle. Pour une petite douceur volée, je m'égare et j'oublie les détails importants de telle ou telle ordonnance. Je deviens aussi bête qu'un page qui ne songe qu'à effleurer un coude ou un genou. Les chaleurs qui m'embrasent la poitrine, il est vrai, sont embarrassantes. Et désolé de vous contredire, mais je n'ai pas l'envie de manger un gigot ou un ragoût. Dites-moi comment m'affranchir de cette tyrannie. La philosophie que je pratique ne rejette pas l'usage des passions. Au contraire, c'est en elle seule que je mets toute la douceur et la félicité de notre vie. On vous dit le plus connaisseur des sentiments et vous n'avez pas de solution? Au lieu d'en pâtir, il faut les comprendre et les apprivoiser. Je crois que nous pouvons nous déterminer librement. Par nous-mêmes agir et penser, juger le mal et le bien, et ce, dans un dialogue avec Dieu. Vous me troublez, monsieur. Marianne Marceau, qu'est-ce que ça représente le pouvoir pour toi? Comment est-ce que tu l'as infusé dans ton jeu? C'est pas acquis, cette idée-là, d'être capable de.
quand on est une femme. On dirait qu'on a été éduqué pour encore avoir besoin de l'homme, avoir besoin du père, de la mère, de l'ami. On dirait qu'on ne favorise pas l'autonomie et puis le libre arbitre, la liberté de la femme. Il y a encore toutes sortes de choses qui la contraignent. Et puis, pour moi, avoir du pouvoir comme femme, c'est être capable de faire seule quelque chose. Et puis, oser un chemin qui n'était pas défini par le collectif dans lequel on est. Alors, oser l'inconnu seul, être capable de prendre ce risque-là. Sylvie Bougie, qu'est-ce que ça signifie pour toi d'avoir du pouvoir et comment est-ce que tu l'appliques dans ta vie professionnelle? Moi, d'abord, le pouvoir, pour moi, comment je vois ça comme étant de la liberté. Le pouvoir, pour moi, c'est le pouvoir de faire des choix, le pouvoir de déterminer mon horaire. Aussi, il y a tout l'aspect d'avoir de l'impact dans la vie des gens. Par exemple, moi, quand je m'implique sur des organisations ou auprès de clients, j'aime sentir que je peux avoir un impact sur eux, sur la vision qu'ils sont en train de prendre, sur les projets à venir. Donc, pour moi, avoir un peu un pouvoir sur un projet, c'est de pouvoir, c'est ça, l'amener à bien encore et de l'amener dans la direction que je veux l'amener. Si je sens que j'ai pas justement de pouvoir, je vais souvent me désintéresser de certains projets ou de certaines organisations parce que je me sentirais pas utile. Moi, j'ai un grand besoin d'être utile pour les gens. Et donc, c'est comme ça, moi, que je vois vraiment le pouvoir. Tout le pouvoir aussi, évidemment, de mener à bien ma vie. Mais donc, c'est toujours dans la bienveillance. Tu sais, je vois pas, moi, je me vois pas comme une germaine, si vous me permettez l'expression, ou une personne qui a absolument besoin de tout contrôler autour d'elle. C'est vraiment donc du pouvoir de bienveillance, de m'impliquer, d'avoir un impact. Et quand j'en fais dans ma vie personnelle, ça va être aussi une notion de sacrifice. Et justement, là, je parlais de l'équilibre travail-vie-famille. Mais tu sais, je vais pouvoir des fois sacrifier du temps personnel, mais pour la bonne cause, pour quelque chose qui me tient à cœur, finalement. Sylvie Bougie, quel est le lien que tu fais entre le désir de contrôle de Christine et ton propre parcours? C'est certain qu'il y a toujours des moments imprévisibles. Puis je pense qu'on n'a pas le choix, surtout en tant qu'entrepreneur. On l'a vu avec la pandémie. On peut malheureusement pas tout contrôler, mais c'est certain que moi, ma façon de contrôler, si on veut, c'est de toujours essayer de planifier à l'avance, c'est de prévoir l'imprévisible le plus possible. Je dis souvent à mes clients, pense au pire scénario qui pourrait arriver. Et c'est comme ça qu'en pensant à tous ces scénarios-là, qu'on arrive à mieux contrôler, je crois, son environnement, malgré qu'il va toujours avoir, comme je disais, de la place à l'improvisation, l'imprévisible, des cas de force majeure, mais de le planifier le plus possible, garder son focus. Je dis souvent qu'être entrepreneur, c'est naviguer sur une mer agitée. Donc, c'est ça. Si on le prévoit à l'avance, on prévoit la carte, on prévoit les différents plans 1, plan B, plan C. Et on essaie de faire avec ça, là. Donc, c'est ça. Donc, bref, on garde le focus en étant conscient que c'est jamais possible de tout prévoir à l'avenir. Il ne faut pas non plus paniquer quand on fait face à des vents contraires. Puis, il faut au contraire juste s'ajuster. Puis, au pire, voir ça comme un signe de la vie, que c'était important de se réajuster. Marianne Marceau, peut-être un peu nous présenter Christine. Qui était-elle? Puis c'est quoi son intérêt de la réactualiser aujourd'hui? Je pense que on a envie de reparler de Christine parce que c'est une femme en politique, une femme qui a eu le courage de ses idées, une femme qui s'est tenue debout, une femme qui a vécu le dilemme qui traverse la plupart des humains, qui est la raison ou le désir. Alors, est-ce que j'ai le courage de suivre mon désir? Est-ce que je prends ce risque-là, même s'il m'éloigne de ce que je devrais être, de ce qu'on me demande d'être? Ou bien est-ce que je vais plutôt avec le collectif, avec la raison, avec les conventions qui nous entourent? Et puis, je prends le rôle qui m'est préparé, qui a été préparé pour moi. Alors, c'est comme s'il y avait cet aspect-là un peu féministe d'une femme qui s'est tenue debout et qui a osé choisir le désir, qui a osé quitter ce qu'on attendait d'elle pour se risquer dans un chemin inconnu et plein de rejets.
Donc, seule. Mais pour moi, Christine, ce n'était pas du tout une féministe. On peut s'inspirer de ce qu'elle a fait. Elle peut devenir un exemple, un modèle pour nous. Et puis encore là, c'est à voir. Hein. Je ne sais pas si les Suédois diraient que pour eux, c'est un modèle nécessairement, mais on peut s'inspirer, disons, de la pièce de Michel Marc pour la prendre comme modèle. Mais selon moi, elle a agi entièrement comme sujet, comme personne seule, ne souhaitant pas prendre une voix pour les femmes ou elle n'avait pas cette intention-là de... Je dirais peut-être même qu'elle avait quelque chose de misogyne, d'après ce que j'ai lu. Là, elle était très loin de considérer que les femmes devraient avoir plus de droits ou que les femmes devraient prendre plus de place. Elle a agi parce que son corps lui commandait quelque chose. Elle a décidé d'explorer cette voie-là, mais c'était pas nécessairement un souhait pour ce groupe auquel elle appartenait, qui étaient les femmes. Elle-même, je pense, se considérait presque comme un garçon plutôt que comme une femme. Mais qu'est-ce qui fait son intérêt, c'est ça. C'est les paradoxes humains que Michel Marc a si bien illustrés et que n'importe quel individu aujourd'hui peut comprendre encore parce que la nature humaine, malgré le temps qui passe, malgré les progrès qu'on fait, n'a pas changé tant que ça. Sylvie Bougie, est-ce qu'il existe un casting, entre guillemets, là, en affaires, des a priori qui nous avantagent ou qui nous désavantagent devant des clients, des partenaires ou des situations? J'ai pas vu ça comme un problème, par exemple, d'être une femme en affaires. Au contraire, c'est des préjugés, c'est sûr, mais il y a beaucoup d'a priori qui disent que les femmes, on est organisées, on est minutieuses, on est consciencieuses. Donc, c'est plutôt des qualités, je pense, très importantes qu'on est avocate en droit des affaires. Il y a des fois le côté douceur que les gens peuvent avoir peur, mais moi, j'ai une force de caractère, je pense, assez évidente qui fait en sorte que les clients sont vite rassurés sur le fait que j'aurais pas peur de négocier fermement pour mes clients, même si je suis une femme. Moi, un problème que j'ai eu, c'est plus au niveau de mon apparence physique, c'est-à-dire mon âge. Moi, j'ai 38 ans, bientôt 39, et quand j'ai commencé à mon compte, j'avais 3 ans d'expérience en droit, c'était pas beaucoup, mais j'avais l'air encore plus jeune, j'avais l'air junior, là, j'avais l'air de sortir de l'école. Donc, un défi que j'ai eu, c'était de sortir de ce casting-là, d'avoir l'air junior pour montrer ma crédibilité, montrer mes années d'expérience. Et encore aujourd'hui, quand je vais dans des 5 à 7, souvent, la première chose que je vais dire, c'est mes années d'expérience pour casser un peu le look du casting de jeune avocate qui a l'air fringante et qui sort de l'école finalement. Donc, de ramener vraiment la compétence au devant, les années d'expérience au devant. Et ça m'aide. Fait que je pense que ça a été mon plus gros défi là, au niveau d'être en affaires. Et j'ai réussi là, comme ça à contourner le problème. Je pense que les gens ont été étonnés de me retrouver. Si je parle de ma communauté, de mon milieu, le milieu des comédiens, comédiennes ou des gens de théâtre de Québec, puis qui me connaissaient parce qu'ils avaient vu ce que j'avais fait avant. Et ils ont été étonnés de voir... que je représentais maintenant une femme mature et autoritaire. On se rappelle qu'elle a été jouée quand même à Montréal par Céline Bonnier, puis qui a un casting de femmes très assumées, de femmes sensuelles, mais aussi de femmes très autoritaires et décomplexées. Alors que moi, ici, à Québec, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai fait des rôles extraordinaires. On m'a offert des opportunités extraordinaires. Mais j'ai fait beaucoup de rôles d'enfants, d'adolescentes ou de jeunes femmes dans la vingtaine, début vingtaine. Et qui avait toujours quelque chose d'un petit peu... jeune femme, disons. Et puis là, je me retrouvais dans un rôle, très, très, très assumé et puis qu'on aurait pu offrir à... une femme plus âgée ou une femme qui a un autre casting que celui que j'ai. Et donc, peut-être que oui, pour moi, ça a été un tournant dans ma carrière. C'est comme si là, je passais d'un casting à un autre et ça me ravit parce que je suis rendue là, parce que je pense que j'ai cette maturité-là puis cette solidité-là.
Puis que c'est le fun d'avoir la chance, avec ce changement de corps-là, avec les années, d'avoir des nouveaux défis, puis d'explorer des nouvelles facettes de l'humain, de la femme, de la mère peut-être, et de la féminité. Découvrez tous nos épisodes. Cherchez Foule sur votre plateforme de balado préférée. Foule, c'est plus qu'un podcast. C'est aussi une murale et un site web. Rencontrez nos citoyennes et citoyens et nos pièces à l'honneur. Rendez-vous sur foule.labordé.ca ou derrière le Théâtre Labordé, coin Charest et Dorchester à Québec pour voir la murale et sa projection nocturne. La murale prend fin le 15 mai 2021. Foule le balado, l'équipe. À la prise de son et au montage, Pamela Bisson. À la conception sonore, Mathieu Doyon. À l'interprétation des extraits de pièces, Emmanuel Bédard, Frédéric Bradet, Lise Castonguay et Mathieu Bérubé-Lemay. À la réalisation, André Chouinard. Foule le balado est une production du Théâtre Labordé et Atwood, un duo de photographes formé de Jean-François Bolduc et moi-même, Éric Leblanc. Cette production est faite en collaboration avec CKIA. Ces balados sont rendus possibles grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada. En terminant, il est important de reconnaître que l'enregistrement de ce balado s'est tenu sur le Neon Wentio, en territoire non cédé Wendat. Faites partie de la foule.